Bonsoir Alain Minc. Bonsoir. Vous publiez chez Grasset ce livre, Un petit coin de paradis. C'est un hymne à l'Europe pour dire que finalement tout va très bien en Europe, qu'on est vraiment sur un continent absolument merveilleux. Pour vous, l'Europe est le paradis des libertés. Tant que ça ? Vous avez l'air très surpris, je vois un regard sceptique dans vos yeux. Bon, on va voir, on va confronter ça à la réalité. Il y a 30 ans, puisque vous et moi, nous étions adultes il y a 30 ans, quand on demandait à quelqu'un quel est l'endroit du monde le plus libre, le plus démocratique, où la protection individuelle est la plus grande, la réponse était les États-Unis. Si vous laissez de côté les gros confettis de l'Empire britannique que sont le Canada, l'Australie ou la Nouvelle-Zélande. Aujourd'hui, si vous réfléchissez et que vous posez la même question, quelle est la réponse ? C'est l'Europe. Pourquoi ? Parce qu'en matière de liberté, en matière de philosophie de la vie et de la mort, en matière de peine de mort, en matière de politique répressive, en matière de morale politique, ce qui peut peut-être vous surprendre, on va en parler. Nous sommes évidemment, je trouve, dans une situation plus privilégiée. Alors pourquoi ? C'est intéressant de se poser la question. Parce que là aussi, cette Europe bizarre fait qu'on s'aligne sur le meilleur. Au fond, il y a, de la même manière qu'il y a dans l'Europe du marché une contagion de l'efficacité économique, il y a dans l'Europe de liberté une contagion par le plus libéral de la bande. Et quand vous pensez par exemple que l'Espagne et le Portugal, pays hautement catholiques, ont décidé d'autoriser le mariage homosexuel, vous verrez qu'avant 10 ans, peut-être Pologne mise à part, il y aura partout le mariage homosexuel. Eh ben, c'est peut-être ça qui fait peur à beaucoup de gens, ce bouleversement. On va en parler justement, on va confronter votre vision des choses à ce qui se passe en ce moment. Vous dites par exemple dans ce livre, jamais la vieille tradition réactionnaire n'a été à ce point sur la défensive. Eh ben voilà, Marine Le Pen, sondage, elle est en tête au premier tour. Bon, écoutez, la vieille tradition réactionnaire, je vais d'abord vous répondre par un exemple non français, puis on reviendra évidemment au cas Le Pen, le cas nouveau Le Pen, si je puis dire. Regardez le gouvernement très réactionnaire et très antipathique hongrois. Pourquoi il est en train de mettre de l'eau dans son vin ? Parce qu'il est obligé. Il est obligé de mettre fin à cette espèce de course absolue au nationalisme et même de changer cette loi honteuse sur la presse qui a été la sienne. Alors oui, le sondage d'aujourd'hui est un coup de sifflet qui devrait rappeler aux partis du cercle démocratique qui ferait bien d'abord de faire leur unité dans leur camp et de répondre à des angoisses. Bien sûr que le populisme exprime des angoisses, bien sûr que le sondage d'aujourd'hui est la même chose que le vote du bloc flamand en Flandre, bien sûr qu'on voit la même chose en Hollande, mais ça, jusqu'à nouvel ordre, ça n'a pas encore d'influence sur la politique. Dieu merci. Marine Le Pen dit les Français se sentent dépossédés de leur pays parce que vous disiez tout à l'heure, plus de peine de mort, l'homosexualité, l'immigration, etc. Elle est en train de gagner du terrain, on ne peut pas le nier quand même. Non, mais que cette période soit une période difficile. D'abord, je crois qu'il faut bien mesurer qu'on sort de la crise économique la pire qu'on ait connue depuis 1930. Quand il y a une crise économique, il y a insatisfaction à l'égard des gouvernants. Et pour moi, l'exemple le plus frappant, il n'est pas français. Et vous qui connaissez bien l'Allemagne, vous avez dû y être sensible. Aujourd'hui, s'il y a un gouvernement qui mériterait des fleurs, c'est celui de Mme Merkel. Élection à Hambourg. Certes, bastion social-démocrate. Le parti de Mme Merkel, et pas son allié libéral qui a des problèmes en ce moment, fait 20% des voix au lieu des 35 ou 40% habituels. Donc évidemment qu'on paye le prix d'un moment difficile. Mais je ne suis pas irénique. Si nous n'avions pas l'Europe, essayons d'imaginer. Évidemment, ce sont les questions qu'il faut poser à Mme Le Pen désormais. Mme Le Pen, on ne peut pas la traiter comme son père. Le père disait « la Shoah est un détail de l'histoire ». La fille dit « la Shoah est le plus grand crime de l'histoire ». Donc c'est plus sur ce terrain-là qu'il faut se mettre. C'est lui demander qu'est-ce que c'est qu'une France sans l'euro. J'aurai l'occasion peut-être de le dire tout à l'heure à M. Dupont-Aignan. Une France sans l'euro, c'était non pas un plan de relance comme on en a connu un au pire moment de la crise, ça aurait été un plan en réalité de rigueur qui aurait doublé l'ampleur de la crise. Qu'est-ce que c'est qu'une France sans le grand marché ? C'était moins de croissance économique. Alors si en effet nos élites assumaient leurs choix européens et n'utilisaient pas Bruxelles souvent comme un bouc émissaire, on laisserait peut-être moins d'espace à la pensée de Mme Le Pen qui est vide dès qu'il s'agit de théorie économique ou sociale. Vous croyez qu'un sondage comme celui-là, ou tout de même, c'est sans précédent, un président de la République que vous connaissez bien, Nicolas Sarkozy, précédé dans un sondage par le Front National, ça pourrait l'amener à renoncer ?
Oh, écoutez, vous connaissez Nicolas Sarkozy comme moi, il peut avoir beaucoup de défauts sauf d'être lâche. Donc je pense que ce genre de circonstances le pousse encore plus à être sur le front. Cela dit, quand on regarde ce sondage, si on fait abstraction de la diversion dans son camp, qui sont les 7% de Dominique de Villepin. Alors justement, oui, mais attendez. Attendez. Oui. Si on fait abstraction de cette diversion, ça montre que son bloc de 30% est à peu près là. Hein. Oui, alors, Dominique de Villepin, précisément, retourne demain matin à l'Élysée. Il y était il y a une dizaine de jours. Est-ce qu'il y a un vent de panique, là, au sein de la majorité? On se dit, oh là là, ça y est, Marine Le Pen est en tête, il faut vraiment ressouder les liens? Mais je pense que les deux camps vont avoir à mettre un peu d'ordre dans leur famille, chacun. Et de ce point de vue, que Dominique de Villepin retrouve un rond de serviette à l'Élysée est quelque chose de pas malsain. Nicolas Sarkozy va faire en sorte qu'il ait plus qu'un rond de serviette, peut-être, parce que Dominique de Villepin, c'est pas le genre à se contenter d'un rond de serviette. Hein. Oui, on commence à la reprise des relations diplomatiques. Bon, et à gauche, il faudra bien que ça se passe aussi à l'intérieur du spectre de gauche. Je pense que les démocrates n'ont pas envie de voir de chevènement à droite ou à gauche qui ferait apparaître un 2002 dans un sens ou dans l'autre. En effet, je pense qu'on oublie trop le poids dans cette affaire qu'avait eu en 2002 Jean-Pierre Chevènement. Et vous êtes convaincu que Dominique de Villepin et Nicolas Sarkozy peuvent se rabibocher? J'espère, si vous voulez, que le sens de l'intérêt général prendra le dessus pour eux, comme j'espère qu'il le prendra à gauche. De ce point de vue, ce sondage est peut-être en effet un bon coup de sifflet. Alors, il faut ressouder les choses dans le camp de la majorité. Eh bien, il y a un débat sur l'islam, sur la laïcité qui est annoncé. Voilà ce qu'on disait cette semaine à l'Assemblée nationale. Hervé de Charette, qui est quand même un député de la majorité Nouveau Centre. On l'écoute. Que reprochent aux musulmans les organisateurs de ce débat malsain, si ce n'est d'être musulmans? On entend même dire que dans la perspective de l'élection présidentielle à venir, il faudrait opposer la droite à la gauche sur cette question de la place de l'islam en France. Faut-il donc prendre en otage les musulmans de France au service de je ne sais quel calcul politicien? Et la gauche dit la même chose. Nicolas Sarkozy lance ce débat uniquement pour faire monter le Front National, afin, dans l'espoir d'avoir une finale Marine Le Pen, Nicolas Sarkozy, d'exclure la gauche, comme ce fut le cas en 2001. Écoutez, ça c'est du machiavélisme de bas étage qui pourrait se retourner contre le Machiavel qui penserait à cela. Mais je peux peut-être vous répondre sur le fond, et pas seulement commenter M. de Charette, si intéressant soient ses propos. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'on est face à un problème très simple. En 1905, au moment de la loi de séparation, les trois religions existantes, la religion catholique, le protestantisme, le judaïsme, ont hérité de lieux de culte, d'ailleurs entretenus par l'État, qui aujourd'hui sont pour une part désertés à cause de la sécularisation. Il n'y avait pas une quatrième religion. Il faut se poser la question de mettre cette quatrième religion à étiage en réalité des autres. Et je suis de ceux qui pensent, même si c'est contraire, semble-t-il, au tabou absolu, qu'on ne peut pas à la fois dire que les musulmans ne doivent pas prier dans la rue et ne pas leur construire de mosquées. Je suis de ceux qui pensent qu'il vaut mieux des mosquées financées par l'argent des contribuables, locaux ou nationaux, que des mosquées financées par l'Arabie saoudite. Et puis par rapport aux idéologues de la laïcité, je rappellerai quand même qu'il y a 3 à 4 millions de Français qui vivent dans un pays laïque sous le régime du Concordat, puisque Clémenceau n'a pas abrogé en 1918 le Concordat en Alsace-Lorraine, et donc qu'il faut avoir quand même un peu plus de distance par rapport à cette espèce de rituel laïque qui aboutit à ce que les musulmans pratiquent dans des mosquées misérables, financées par l'étranger, avec des imams formés on ne sait trop où. Donc en effet, je crois qu'il faut donner un coup de main à la religion musulmane, ce qui lui permettrait de s'intégrer dans le débat public comme les autres religions. Ça, c'est un sujet sérieux. Dans ce livre, vous avez intitulé un chapitre « Ni Dieu ni maître ». Vous vous réjouissez finalement de la perte d'influence des religions dans le débat public. Absolument. Et non pas dans la sphère privée, ça vous n'entrez pas dans ce domaine. Et vous dites, par rapport à ce qui se passe aux États-Unis, c'est formidable l'Europe, parce qu'aux États-Unis, la toute-puissance de la religion contrarie les progrès scientifiques. Eh bien, on écoute Nicolas Sarkozy, c'était au Puy-en-Velay il y a 2 jours. La chrétienté nous a laissé un magnifique héritage de civilisation et de culture. Et président d'une république laïque, je peux dire cela parce que c'est la vérité. Alors, je ne sais pas si la religion perd du terrain dans le débat public en France, mais le président de la République ne perd pas une occasion de remettre la religion au cœur du débat public.
Écoutez, il l'a fait là pour le catholicisme. Je crois qu'au dîner du CRIF, il a parlé des racines juives de la France. Et pourquoi il parle tout le temps de religion ? Et en 2150, on parlera des racines musulmanes de la France parce qu'il y en aura. Donc je crois qu'il faut prendre ça avec quand même un peu plus de distance. Je pense par exemple que le débat qui avait eu lieu au moment du préambule de la Constitution européenne, malheureusement non voté, à cause des Français, en particulier de ce même homme d'État qu'on appelait à voter non. Je pense qu'en réalité, oui, l'Europe a des racines pour une grande part chrétienne, a un grand rameau juif, et que je ne vois pas pourquoi on ne le dirait pas. Ça n'a rien à voir avec les États-Unis. Qu'est-ce qui se passe aux États-Unis ? D'abord, en Europe, que vous ayez la laïcité à la française, que vous ayez le concordat dans les pays catholiques, comme l'Italie, que vous ayez le système d'impôt allemand très particulier qui donne une grande richesse aux 3 religions institutionnelles. En réalité, partout, les églises ne sont plus que de grosses ONG. Alors en effet, les églises parlent à la société comme Médecins du Monde ou Amnesty International. Aux États-Unis, qui a élu George Bush ? Les Born Christian Again. Dans 17 États des États-Unis, on ne peut pas enseigner le darwinisme parce qu'il est contraire à ce qu'on appelle le créationnisme. Mais pourquoi il parle tout le temps de religion, Nicolas Sarkozy ? Pourquoi il n'en parlerait pas ? Ça ne déplacera pas une voix, ni dans un sens, ni dans l'autre. Voilà, c'est partie de notre héritage culturel. Je crois d'ailleurs qu'il fait une tournée qui n'amènera pas que dans des lieux religieux, puisque je sais qu'il ira à Oradour-sur-Glane. Il fait le tour des lieux historiques français. Très bien. Voilà. Alors, l'Europe, dites-vous, toujours dans ce livre, principale terre d'asile dans le monde, l'immigration constitue d'ailleurs la bouée de sauvetage de l'Europe en raison d'un abyssal déficit démographique. Eh bien, on écoute Claude Guéant au moment où il prenait ses fonctions de ministre de l'Intérieur au début de la semaine. Le gouvernement est affronté à un défi formidable et redoutable. Celui de changer la France pour qu'elle reste elle-même, qu'elle conserve sa civilisation, son art de vivre, son modèle de société. Alors, civilisation, art de vivre, modèle de société, il y a vraiment une crise, un danger ? D'abord, la France a, à l'intérieur de l'Europe, de très loin la meilleure démographie. Et quand les Français s'inquiètent, bizarrement, ils sont ceux qui font le plus de gosses, ce qui est quand même une forme de confiance dans l'avenir. Les mêmes Français, c'est quand même un peuple étrange, le nôtre. Vous les interrogez sur l'avenir, 75% d'entre eux vous disent qu'ils sont inquiets. Vous les interrogez sur leur futur individuel, 75% d'entre eux vous disent qu'ils sont optimistes. Je ne sais pas comment la somme des optimismes individuels fait le pessimisme collectif. Donc il faut quand même prendre les choses avec plus de distance. Alors c'est vrai que l'Europe, de manière générale, la France un peu moins, a besoin d'immigration. La question, ce n'est pas l'immigration. Évidemment, il faut une immigration, et cette immigration doit s'intégrer. Et de ce point de vue, c'est vrai que les pays d'Europe sont face à des défis un peu plus compliqués qu'il y a quelques décennies. De ce point de vue, quand David Cameron dit le multiculturalisme anglais a échoué, ça devrait, nous, Français, nous faire plaisir parce que nous n'avons jamais, en réalité, adopté le multiculturalisme. Vous parliez tout à l'heure de la morale publique, page 51, le financement de la vie politique en France mérite la palme de la vertu. Dites-moi, au moment où on parle de MAM et de ses avions, du financement de la campagne d'Édouard Balladur, des demandes d'audition de ministres, Jacques Chirac qui va être jugé peut-être à partir de demain, il faut être gonflé pour dire palme de la vertu. Mais écoutez, un journaliste d'expérience a le sens du relatif. Les histoires dont on parle sont des vétilles à côté de ce qui se passe aux États-Unis. Est-ce que vous savez que la Cour suprême a décidé de mettre fin aux limites au financement de la vie politique par les entreprises ? Ce qui fait que la prochaine campagne sera une campagne auprès de laquelle la dernière, celle qui a permis à Barack Obama d'être élu, était une campagne pauvre. De ce point de vue, est-ce que vous savez qu'en termes de conflit d'intérêts, il n'y a pas de loi aux États-Unis ? Est-ce que vous pensez qu'il y a un pays d'Europe, même l'Italie de M. Berlusconi, où l'équivalent de M. Cheney, vice-président des États-Unis, a réussi à passer le principal contrat, en réalité, lié à la guerre d'Irak, à l'entreprise dont il avait été le patron jusqu'à son entrée au gouvernement et dont il était encore actionnaire. Bon,
tout est relatif. Et la loi sur le financement politique, qui a été votée à la suite des alternances successives françaises, fait que certains hommes politiques ont connu un an d'inéligibilité. Je crois même Jacques Lang, homme politique de premier plan, parce qu'il avait dépensé dépassé de 1 000 € son plafond. Donc, rien n'est parfait, mais de ce point de vue-là, nous sommes plus vertueux que les autres. Alors, il est possible que le procès de Jacques Chirac n'ait pas lieu parce qu'un des avocats, qui n'est pas celui de Jacques Chirac d'ailleurs, veut soulever ce qu'on appelle une question prioritaire de constitutionnalité sur un point de droit très compliqué, peu importe. Mais on risque de se trouver dans une situation très complexe. C'est que si le problème est renvoyé au Conseil constitutionnel, le Conseil constitutionnel dont Jacques Chirac est membre va devoir trancher la question. Alors d'abord, évidemment que Jacques Chirac se déportera, comme on dit en termes juridiques, donc le Conseil tranchera sans lui. D'autre part, comme moi, je suis de ceux nombreux, et Dieu sait si je n'étais pas chiracien, qui était très triste à l'idée de voir un président de la République qui a présidé honorablement ce pays, quoi qu'il en ait, qu'on puisse avoir pensé à certains moments. Je dis bien honorablement. Le retrouver devant le juge pour voir le titre du Herald Tribune, je serais très heureux que ce procès n'ait pas lieu. Car franchement, il y a prescription pour les crimes au bout de 10 ans, et là, on n'est même pas dans le grand délit. Et d'ailleurs, je voudrais de ce point de vue dire à quel point le maire de Paris a fait preuve de hauteur en faisant le compromis qu'il a fait sur les emplois fictifs, car il n'avait rien à y gagner. Donc, de ce point de vue, cet avocat qui me paraît avoir sorti un lapin de son chapeau a peut-être rendu un service utile au pays.